Bonjour, dans cette première vidéo, nous allons voir le principe de l'interaction rayonnement-matière. Nous verrons le mécanisme de l'émission lumineuse, le mécanisme de l'absorption lumineuse. Nous y rencontrerons des physiciens, Anders Jonas Ångström, le Suisse Johann Balmer, Albert Einstein, Niels Bohr et Max Planck, tous physiciens de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle, pour leurs plus importantes découvertes. Nous verrons dans les dernières vidéos, la vidéo 3, des exemples de calculs qui permettent de déterminer les longueurs d'onde des raies d'émission pour certains atomes. Donc nous serons amenés à utiliser des formules et à pratiquer des calculs avec des unités d'énergie nouvelles comme l'électronvolt. Alors nous allons dans cette vidéo découvrir l'extraordinaire formule mathématique que Balmer mit au jour en 1885. Alors depuis les années 1862, Ångström a réussi à déterminer avec précision les longueurs d'onde des raies d'émission d'une lampe à vapeur d'hydrogène. La difficulté, c'est de comprendre pourquoi l'hydrogène, lorsqu'il émet de la lumière, émet des radiations à ces longueurs d'onde bien particulières, comme celle de l'arrêt H-alpha, ou l'arrêt H-bêta, l'arrêt H-gamma, H-delta. À cette époque-là, on sait faire les mesures, mais on ne comprend pas l'existence et pourquoi ces raies sont toujours situées à cet endroit-là. Donc avant d'en venir à la formule de Balmer, nous allons faire un petit rappel sur les spectres lumineux. Alors pour cela, nous allons utiliser le site australo.net qui, à son ouverture, permet de découvrir différents onglets, dont animation en physique, optique, et nous allons sélectionner la comparaison des spectres d'émission et d'absorption. Alors voici une expérience simulée, la première, où nous avons un gaz enfermé dans une ampoule de verre, un gaz à faible pression que l'on peut exciter par une tension électrique. Donc si on y enferme dans cette ampoule de l'hydrogène sous faible pression et qu'on a un système qui permet de décomposer cette lumière, on obtient un spectre caractéristique de l'émission de lumière. On a un fond sombre et des raies colorées qui proviennent de l'émission lumineuse. Si maintenant on prend une source thermique qu'on alimente par un générateur, donc une lampe à filament qui chauffe, eh bien on a un spectre qui est constitué de toutes les composantes, du violet au rouge, pour peu que la source soit assez chaude. Mais ce spectre continu, on voit qu'il s'y ajoute des raies noires d'absorption dues à la présence de ce gaz qui est enfermé dans une ampoule et qui est sur le chemin de la lumière qui provient de la source thermique. Donc ce gaz absorbe une partie du rayonnement et donne naissance à des raies noires, cette fois-ci sur fond continu. Le fond continu provenant de cette source, les raies noires provenant de l'absorption par ce gaz. Fait fondamental, on constate que les raies d'émission sont situées exactement aux mêmes longueurs d'onde que les raies d'absorption lorsque les deux gaz, ici, dans ces deux expériences, sont identiques. Alors si maintenant on s'intéresse uniquement au spectre d'émission et que l'on mesure les longueurs d'onde des raies caractéristiques de l'hydrogène, on peut faire un traitement sur régressi. Et nous allons rentrer les valeurs dans un tableau. Donc j'ai rentré ici les différentes longueurs d'onde mesurées dans le domaine visible pour le spectre d'émission de l'hydrogène, et j'ai associé à ces longueurs d'onde un numéro de raies. Lorsqu'on trace la courbe, bien, on se rend compte que on a une courbe de type hyperbolique
mais il n'est pas évident de trouver une formule mathématique donnant la longueur d'onde en fonction du numéro de l'arrêt. Alors c'est le travail que va réaliser Balmer. Alors il va tracer non pas lambda en fonction de n, mais il va tracer 1 sur lambda, que je vais appeler ici inverse lambda, inverse L. C'est une grandeur calculée qui vaut 1 sur lambda. Le logiciel me calcule les valeurs. Je vais ajouter également une colonne que je vais appeler arithmétique, qui va être une grandeur calculée et qui sera égale à 1 sur 4 moins 1 sur n carré. Ok? Et maintenant, je ne vais pas prendre n égale 1, 2, 3, 4 dans cet ordre-là. Je vais prendre n égale 3, 4, 5, 6. Et on va regarder sur la courbe ce que cela donne. Donc je modifie les axes x, y. En ordonnée, je vais mettre l'inverse de la longueur d'onde et je vais mettre la relation arithmétique en abscisse. Et là, miracle. Donc on voit que l'inverse de la longueur d'onde a une relation linéaire avec 1 sur 4 moins 1 sur n carré, à condition de faire partir n de la position 3. n égale 3, 4, 5, 6. On peut même modéliser, donner l'expression du modèle inverse de la longueur d'onde égale un coefficient fois l'arithmétique, le coefficient arithmétique. On ajuste et on constate que c'est non seulement une relation linéaire, mais qu'en plus il y a une parfaite proportionnalité, avec un coefficient de corrélation qui vaut 1. Donc la relation est parfaitement linéaire. Donc c'est Balmer qui a l'honneur de cette découverte, et qui écrit donc que 1 sur lambda vaut un coefficient fois 1 quart moins 1 sur n carré. Alors c'est stupéfiant, parce que ça c'est de la lumière, et ça ce sont des mathématiques pures, des nombres entiers. Qu'est-ce que des nombres entiers viennent faire dans un processus lumineux? Alors, on peut penser au hasard, mais si on regarde la série de Paschen, c'est-à-dire non pas dans le visible, mais dans l'infrarouge, on voit que la longueur d'onde est plus grande que 800 nanomètres, donc toutes ces raies correspondent à l'infrarouge, et ce sont les raies qui ont été mesurées dans ce domaine. Donc on a différentes raies, on a la courbe lambda en fonction du numéro de la raie, et si on fait partir la première raie ici, celle-là, pardon, avec un numéro n égale 4, n égale 5, n égale 6, on constate, chose stupéfiante toujours, que 1 sur la longueur d'onde est égal à un coefficient de proportionnalité multiplié par 1 sur, cette fois-ci, 3 au carré, moins 1 sur n carré. Alors, cette formule sera complétée par Rydberg en 1888. Si on prend n'importe quelle raie d'émission d'une vapeur d'atomes d'hydrogène sous faible pression dans une ampoule, comme l'expérience qu'on a vue sur australo.net, alors on constate qu'il y a un coefficient de proportionnalité, toujours le même, et une relation mathématique qui n'engage que des nombres entiers. Exemple, lorsque n1 égale 2, donc on retrouve 1 divisé par 4 moins 1 sur 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, etc. On a la série de Balmer. Et quand n2 tend vers l'infini, eh bien on a une raie qui se situe dans le proche ultraviolet à 365 nanomètres. Mais on peut faire partir aussi de n1 égale 3 et faire varier n2 de 4 à l'infini. On a alors la série de Paschen. Puis on aura d'autres séries. Série de brackets, de Pfundung, fraise.
ou série de Lyman, cette fois-ci dans les très courtes longueurs d'onde et qui correspondront pour certaines raies aux rayons X. Donc la constante est appelée constante de Rydberg. C'est pas un hasard d'y trouver des choses comme la masse de l'électron, la charge électrique de l'électron à la puissance 4, une constante un peu particulière, une autre constante, la constante de Planck et la vitesse de la lumière, et tout ça donne une valeur extrêmement précise, 1,0973, etc., fois 10 puissance 7, mètre-1. On voit bien ici que on a des mètre-1, ici ce sont des entiers, donc cette constante de Rydberg doit bien valoir une valeur en mètre-1. Alors, à cette étape de la vidéo, vous devez être franchement surpris de ce genre de formule. La lumière, la longueur d'onde de la lumière, une onde électromagnétique qui voyage, que ce soit une vapeur d'hydrogène qui vienne de l'espace ou qui vienne d'un laboratoire, cette formule est totalement universelle. On aura toujours ça, quel que soit le type d'atome d'hydrogène auquel on s'intéresse. Et nous avons ici des nombres entiers. Donc cette formule va signer le début de la mécanique quantique avec d'autres découvertes, mais celle-là fait partie de l'histoire de la mécanique quantique. Alors, schématiquement, on retrouve ici dans le domaine visible les raies de l'hydrogène de la série de Balmer, ici dans l'infrarouge les raies de la série de Paschen, de Brackett, de Mpfund, de Humphrey, et puis dans l'ultraviolet et les rayons X, on découvre la série de Lyman. Alors, si on représente ça en cercle, on a n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, n égale 5, n égale 6. La série de Balmer correspond à la formule que vous avez vue tout à l'heure, avec n égale 2 toujours. Hein, rappelez-vous, c'est 1 divisé par 4 moins 1 sur n carré, et le n carré pouvant valoir 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré. Et on retrouve ici les raies visibles dans le domaine visible, tandis que celles-là le sont dans le domaine ultraviolet ou rayons X, tandis que celles-là sont dans l'infrarouge. Alors, on n'est pas loin d'une vision de l'atome, le noyau au centre et des électrons. Attention, hein, l'électron est évidemment bien plus petit que le noyau. Donc que peut-il arriver à l'électron? Il peut changer de couche. Et pour ça, il faut qu'il gagne de l'énergie. Il peut aussi très bien passer de cette couche-là à une couche un peu moins profonde. Ou encore de cette couche-là à une couche encore moins profonde. Il peut aussi faire le chemin inverse, aller d'une couche externe à une couche un peu plus profonde. En voici des exemples. À chaque fois correspond à un transfert d'énergie. Et cela correspond au modèle planétaire de Bohr. Alors, nous avons les couches, n égale 1, 2, 3, 4, 5, etc. Une énergie pour chaque couche, E1, E2, E3, E4, E5. Les électrons qui s'y trouvent ont des énergies d'une certaine valeur. Alors, que se passe-t-il si un photon, c'est-à-dire si de la lumière arrive sur cet atome? Eh bien, s'il a exactement la bonne énergie, alors le photon disparaît, donne son énergie à l'atome, et l'électron change de couche. On a là une absorption du rayonnement. Donc on est passé de l'énergie E2 à l'énergie E3, autrement dit l'électron a gagné de l'énergie. L'énergie finale moins l'énergie initiale pour l'électron est supérieure à 0. L'atome a absorbé l'énergie. Si maintenant l'électron, au lieu de passer d'une couche moins énergétique à une couche plus énergétique, fait le contraire, il passe de la couche 3 à la couche 2, alors il perd de l'énergie, et cela va correspondre à l'émission d'une radiation lumineuse. Donc, dans cette première vidéo, nous avons vu les origines et l'explication des principes d'émission de lumière et d'absorption de lumière. C'est juste des électrons qui changent de couche, et en changeant de couche, ou ils émettent de la lumière, ou ils absorbent de la lumière. Ils absorbent de l'énergie.